Voilà, il est 16 heures. Nous allons débuter tranquillement, donc à l'heure. De plus en plus de gens se connectent, mais je vous souhaite tout de même bienvenue. Bienvenue à cette webconférence inédite en compagnie du président et chef de la direction du Mouvement des Jardins, Monsieur Guy Cormier. Bonjour, Monsieur Cormier. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, je vous remercie. Et vous? Oui, ça va super bien, super bien. Il fait beau. Très beau et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes également en présence du directeur général de la Fondation de l'entrepreneurship qui propulse le réseau web, Monsieur Pierre Duhamel. Bonjour, Monsieur Duhamel. Bonjour. Et je me présente, je suis Lisanne Sénécal et je serai votre animatrice pour la période de questions qui aura lieu à la fin de la conversation entre Monsieur Cormier et Monsieur Duhamel, conversation qui sera conduite sous forme d'entrevue par Monsieur Duhamel. Donc aujourd'hui, Monsieur Cormier, vous venez nous entretenir sur le leadership en temps de crise. C'était d'ailleurs le titre de la conférence, avec un accent particulier qui va être mis sur l'innovation et la coopération. On le sait, ce sont des valeurs chères à Desjardins, mais ce sont des valeurs qui s'avèrent également des atouts en cette période de pandémie. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, bien, le leadership est une de vos spécialités. Et là, M. Cormier, je j'aimerais vous présenter brièvement là, à nos auditeurs. Donc, vous êtes à l'emploi de Desjardins depuis 1992. Vous avez donc été témoin là, de plusieurs transformations tout au long de votre carrière. En 2016, vous avez été élu en tant que président-chef du mouvement et chef de la direction du Mouvement des Jardins. Et vous avez contribué depuis là, à mettre sur pied plusieurs fonds, dont le tout dernier qui est fort intéressant, qui est destiné à soutenir les initiatives structurantes au Québec et en Ontario. Il se nomme le Fonds du Grand Mouvement. Et c'est un fonds qui s'inscrit là aussi dans le contexte de relance économique que l'on voit poindre là, à l'horizon bientôt. Et donc, Monsieur Duhamel, vous conduirez la discussion avec Monsieur Cormier. Et vous avez l'habitude de le faire, là, puisque vous avez fait carrière comme journaliste. Vous étiez également rédacteur en chef, éditeur de magazines et journaux spécialisés en économie et en affaires. Et une dernière petite chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mentionner là, aux auditeurs que nous prendrons les questions du public qui sont en lien avec la thématique de la conférence d'aujourd'hui. Et donc, vous pouvez le faire pour ceux qui nous écoutent sur Zoom, vous pouvez le faire en utilisant la petite bulle conversée, donc la petite bulle de chat que vous voyez au bas de l'écran. Vous pouvez taper vos questions via le chat et je les transmettrai à M. Cormier et M. Duhamel en ondes. Et vous pouvez aussi sur le Facebook poser vos questions. Nous avons des modérateurs également là. Alors, j'en profite également là, pour souhaiter la bienvenue à nos auditeurs qui nous écoutent sur le Facebook Live et ce tant dans la communauté du réseau M que de celle de l'École des entrepreneurs du Québec qui sont notre partenaire de diffusion. Alors, sur ce, assez parlé. Monsieur Duhamel, je vous cède la parole. Ben, c'est à mon tour d'abord de saluer tout le monde, de saluer Guy Cormier. Je suis très heureux de cette rencontre virtuelle aujourd'hui pour échanger sur tellement de sujets qui nous tiennent à cœur, qui tiennent à cœur à tous les Québécois, mais particulièrement aux entrepreneurs. Et ça me fait d'autant plaisir que c'est comme l'acte fondateur de nouveaux partenariats entre le Mouvement des Jardins et le réseau M. Ce partenariat-là, cette entente-là entre les deux organisations, entre la Fondation d'entrepreneurship et Desjardins, est tellement ancienne qu'on n'a jamais été capable de savoir exactement quand est-ce qu'elle a commencé. Mais ce que je sais, c'est que là, on a une nouvelle entente et cette entente-là, je pense qu'elle est formidable. Elle va s'organiser autour de deux grands volets. D'abord, autour de ce qu'on va appeler les ateliers D. Ce sont des ateliers virtuels, interactifs, pratico-pratiques pour aiguiser les réflexes des entrepreneurs. Et on commence dès lundi prochain avec Alexander Joyce, que vous appelez le Dr Joyce chez Desjardins, qui est votre conseiller principal en innovation au Desjardins Lab. Et le titre, c'est comment renforcer son muscle de l'empathie. Alors, ça, c'est bien. Puis, nous avons comment je pourrais dire, donc,
le spécialiste toute catégorie de l'empathie avec M. Cormier ici. Et Desjardins va aussi soutenir les mentors du réseau M. Vous savez, on a autour de 1600 mentors bénévoles à travers tout le Québec, des îles de la Madeleine jusqu'à Val-d'Or, de Chibougamau à Ayers-Cliff, disons. Ces mentors-là, ils ont des ateliers de perfectionnement pour faire un meilleur travail auprès des entrepreneurs. On a aussi un lab des mentors qui va s'appeler dorénavant le Lab Desjardins, où nos mentors discutent entre eux de leur pratique mentorale et avec donc d'autres activités. Alors, ce sont les deux grandes constituantes de cette nouvelle alliance entre le réseau M et Desjardins. Et je voudrais personnellement, à mon nom, celui de la Fondation, vous remercier beaucoup, M. Cormier, pour cette marque de confiance. Merci beaucoup, M. Duhamel, Pierre. Honnêtement, pour nous, l'entrepreneuriat, les gens ne le savent pas, mais les 10 premières années de ma carrière, je les ai passées comme directeur de compte chez Desjardins au niveau du financement aux entreprises. Alors, c'est clair que pour moi, là, depuis que je suis arrivé à la présidence, tout ce qui touche l'entrepreneuriat, le soutien aux entrepreneurs, ce partenariat-là qu'on vient de faire ensemble, si ça peut contribuer significativement à s'ajouter à tout ce qu'on fait déjà pour les entrepreneurs au Québec, honnêtement, on va juste être encore plus contents, tout simplement. Comme première question, je sais que le thème est le leadership, mais je me suis dit, quitte à faire des accros pendant la rencontre, on va commencer tout de suite un peu avec la question générale d'actualité. Ouais. Vous êtes dans un endroit vraiment privilégié pour observer ce qui se passe au niveau des entreprises, au niveau des entrepreneurs, au niveau des consommateurs aussi. Et je serais très curieux de savoir comment vous évaluez la situation à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça? Écoutez, moi, je suis une personne optimiste de nature. Là. Alors, c'est important de le savoir. Là. Pas jovialiste, mais optimiste de nature. Ce qu'on constate, c'est sur 360 000 entreprises qui font affaire avec nous, là, il y en a peut-être 20 à 30 000 vraiment là, à qui on a donné un très bon coup de main dans les dernières semaines, là, depuis la mi-mars, soit avec des mesures d'allègement, soit qu'on a plus de 2 milliards de déboursés, notamment avec le compte d'urgence là, de 40 000 là, de la Banque fédérale. Donc, honnêtement, on constate qu'il y a vraiment des entreprises qui ont besoin d'un coup de main et il y a des entreprises qui ont vraiment de plus grands défis, peut-être, considérant leur secteur d'activité. Je pense à la restauration, l'hébergement, tout ce qui touche le tourisme, certains éléments du commerce de détail, même si on commence à avoir des mauvaises nouvelles. Mais en même temps, on est un peu surpris jusqu'à maintenant parce que 2 mois après la situation, il y a quand même plusieurs entreprises qui nous disent, écoutez, ça va, on s'en sort là, on s'en sort. Évidemment, on n'est pas dans les secteurs plus chauds, là. Les entreprises étaient entrées dans cette crise-là avec quand même une bonne posture. Les revenus étaient à la hauteur, les liquidités étaient là. Il y avait quand même un certain carnet de commandes, il y avait des productions préparées. Donc, les gens arrivaient, excusez-moi le terme, un peu en shape par rapport à cette crise-là. Donc, c'est très variable d'un secteur à l'autre. Et là, de voir une certaine perspective de réouverture, moi, ça me donne quand même pas mal d'optimisme. Est-ce qu'il va y avoir des entreprises qui vont avoir des difficultés? La réponse, c'est oui. Parce que Desjardins va être là pour les aider totalement. Mais honnêtement, on voit du gris, du noir, mais on voit quand même des entreprises aujourd'hui qui regardent l'avenir avec optimisme, puis il y a des opportunités pour ces entreprises-là. Alors, on va être là pour les aider. Donc, la capacité de rebondir, elle existe sur le terrain. Là. On la voit. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait frapper, évidemment, là, par ce qui s'est passé dans les derniers mois. Mais avant qu'il y ait ce choc-là, là, les entrepreneurs étaient bons, étaient intelligents, étaient imaginatifs, étaient créatifs, avaient de l'ambition. Ils n'ont pas perdu ça, les entrepreneurs, à cause de la COVID. Là. Ça demeure les mêmes personnes. Alors là, il faut juste espérer que les opportunités se placent devant ces entrepreneurs-là. Mais moi, j'ai totalement confiance. Et le rôle spécifique de Desjardins dans cette relance-là, tout à l'heure, Lisanne en a parlé un petit peu, notamment avec votre nouveau fonds. Mais qu'est-ce que vous mettez... Qu'est-ce que vous allez mettre vraiment au service des entrepreneurs du Québec pour ce rebond, cette relance tant attendue?
Écoutez, quand vous avez là, plus de 30-40 de parts de marché au Québec, c'est sûr que le mouvement Desjardins prend une très grande responsabilité dans cette relance-là. Et je peux vous garantir qu'on est déjà en action. Dès le mois de mars, nos directeurs de compte, la première chose qu'on a fait, on a été sur le téléphone. On a appelé toutes nos entreprises pour être capable de les écouter. Ouais. Puis c'est là qu'on était capable de savoir qu'est-ce qu'ils ont réellement besoin. Puis notre objectif, ce n'est pas de se substituer aux programmes gouvernementaux. Je pense qu'il y a une panoplie de programmes qui est en place actuellement. Mais parfois, c'est des éléments peut-être plus micro ou plus spécifiques. Alors, on y est allé avec une grande gamme d'éléments. Le premier élément, c'est prendre le temps d'écouter les entrepreneurs et faire preuve d'ouverture et de flexibilité pour justement être capable de pouvoir les accompagner à travers cette situation-là. Moi, ce qui me fascine actuellement, c'est que les entrepreneurs ne me parlent pas de leurs revenus ou ne me parlent pas de leurs profits. Ils me parlent de leurs employés. Ils me parlent de leurs employés, comment vont leurs employés, comment je vais les réintégrer, comment va être la sécurité. Alors là, comment moi, comme entrepreneur, je mets un environnement adéquat. Donc ça nous a fait penser au foncier que je vais vous parler tantôt. Deuxième chose, les entrepreneurs, ce qui me parle aussi, avant leur entreprise, dans certains cas, c'est la communauté dans laquelle ils sont. Comment on va faire pour que notre communauté, notre ville, notre milieu, notre groupe reste dynamique. Je vois des entreprises, je vois des gens autour de moi qui ont des difficultés. Donc, cette volonté-là aussi de la dimension communautaire, collective. Et Dieu sait que notamment pour plusieurs entrepreneurs, c'est vraiment important le collectif. Alors, c'est là qu'est arrivé le fond du grand mouvement. Donc, ce qu'on a mis concrètement, c'est premièrement un accompagnement personnalisé de la part de nos directeurs de compte à la façon Desjardins, humaine, proche. Deuxièmement, on a lancé le foncier. Le foncier, c'est une enveloppe pour les 2 prochaines années de 10 millions de dollars. Ce qu'on veut faire, c'est supporter jusqu'à hauteur de 25 du projet d'un entrepreneur qui touche le numérique, la transformation. Prenons un entrepreneur là, qui doit réouvrir, là, puis qui a des coûts là, pour réinstaller sa chaîne de production. Il met du tape rouge à terre, puis il faut qu'il mette des mesures pour protéger les gens. Bien, il n'y a peut-être pas toutes les liquidités actuellement, il y a peut-être c'est des coûts additionnels. Alors, le foncier, c'est vraiment jusqu'à 25 du coût d'un projet, concurrence de 10 000 maximum, une contribution financière de Desjardins. C'est pas un prêt, là. C'est pas un prêt, c'est pas un remboursement, c'est un don, D-O-N-S, là. Ça va nous faire plaisir d'aider l'entreprise pour ce projet-là comme tel. Ça, c'est un exemple concret de ce qu'on fait pour les 2 prochaines années, pour les membres qui vont faire avec nous. Le C, c'est pour confinement? COVID? C, c'est pour croissance, fonds de croissance, parce qu'on veut aider ces entreprises-là à relancer leur croissance tout simplement. Et l'autre fonds, c'est le fonds du grand mouvement. C'est 150 millions de dollars qu'on va étaler sur les 4 prochaines années dans tous les milieux du Québec pour mettre en place des projets qui sont structurants pour les communautés. Les jeunes, les dimensions sociales, nos aînés, l'entrepreneurship, l'environnement, le développement durable. Donc, des projets structurants qui viennent des milieux, soit avec les élus, soit avec les chambres de commerce, soit avec les regroupements de gens d'affaires, soit avec la société tout simplement. Et nous, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire des contributions financières avec un suivi sur quelques années. Et là, encore là, ce n'est pas un prêt, c'est vraiment une contribution financière. Souvent, on va aller chercher d'autres acteurs locaux pour être capable de, dans certains milieux, ça va être des incubateurs, dans certains milieux, ça va être une transformation numérique. Alors, il y a beaucoup de projets qu'on veut aider parce que les communautés, ce qui fait que des entrepreneurs vont continuer d'être vivants et dynamiques, c'est s'ils ont accès à de la main-d'œuvre. Puis la main-d'œuvre, souvent, quand elle veut travailler dans une entreprise, elle veut travailler dans un milieu où il y a une école, il y a un parc, il y a des activités, il y a une vie dynamique dans le milieu. Et nous, Desjardins, on accorde beaucoup d'importance à cet élément-là aussi. Alors, le Fonds du grand mouvement va aussi aider par rapport à ça. Vous avez parlé des employés, des entrepreneurs qui sont clients chez vous. Comment vont vos employés? Comment se porte le mouvement aujourd'hui? Bien, écoutez, le mouvement Desjardins, honnêtement, à 48 000 employés à travers le pays, là, c'est quand même un bon grand bateau à faire pivoter. Je suis assez fier, là, en dedans de 2-3 semaines, on était capable de mettre 75 à 80 des ressources en télétravail. Donc, aujourd'hui, vous avez à peu près 40 000 personnes à travers le Canada qui sont en télétravail, incluant nos centres d'appel, incluant nos centres de contact clientèle. On a gardé à peu près 330-340 points de service ouverts au Québec, en Ontario. Tous les autres points de service sont ouverts, mais ne sont pas ouverts au public pour aller dans la bâtisse, mettons, dans la caisse. Donc, le mouvement Desjardins fonctionne à pleine capacité. Nos centres d'appel sont au rendez-vous. Les gens sont fébriles, mais sont aussi très fiers parce qu'ils voient, avec plus de presque 800 000 mesures d'allègement qu'on a mis de l'avant, la quantité d'entreprises qu'on a accompagnées, les employés sont extrêmement fiers parce qu'ils voient vraiment le sens de la coopération. Ils voient vraiment le sens de ce qu'est Desjardins. Dans une crise comme celle-là, bien, encore une fois, Desjardins
est au rendez-vous. Ce n'est pas seulement une question de rentabilité, de performance, c'est une question de garder des entreprises et des communautés vivantes. Alors, le groupe, honnêtement, évidemment, comme tout citoyen, vit de l'anxiété. On a peu de cas, nous, chez nous, vraiment, sur 40 quelques mille employés, très peu de cas d'employés infectés. Alors, on est très content de ça, mais les gens sont... Il y a un sentiment de fierté actuellement parce qu'on est en train d'accompagner réellement puis de jouer notre rôle, notre mission, tout simplement. Tout ça nous ramène au sujet, dans le fond, parce qu'un leader se révèle vraiment en situation de crise. Or, il me semble que pour vous, depuis 12-15 mois, vous avez donné pas mal et il me semble que vous faites plutôt bien ça, mais indépendamment du petit éditorial que je viens de faire, je me demande, est-ce que quelle qualité chez vous s'est révélée? Ou est-ce que pour être capable de continuer à porter le flambeau, de mobiliser, d'organiser malgré la tempête? Oui, bien écoutez, peut-être 3-4 éléments. Premièrement, quand on est à la tête d'une organisation ou quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, président, il faut accepter qu'il y a des moments où il y a des doses d'adrénaline qui sont super stimulantes. Tu gagnes un dossier, tu as un bon coup, tu es fier, tu as une reconnaissance. Mais il faut accepter qu'il y a des hauts puis il y a des bas. Puis des bas, des fois, bien, ça va avoir des moments plus difficiles, plus tough. Fait que déjà, d'être dans cet état d'esprit-là, ça aide à passer aussi à travers, premièrement. Ça ne peut pas juste être là, un long fleuve tranquille de victoire une après l'autre. Alors, il y a des périodes qui sont un petit peu plus difficiles, puis il y a des chiffres à la glace qui sont plus tough que d'autres. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi, je me suis dit, puis là, je ne fais pas de spiritualité ici, mais ce qui m'a aidé beaucoup à passer à travers ces mois-là, c'est vraiment le fait de dire, écoutez, si le bon Dieu a décidé de me mettre ces défis-là devant moi, là, il a sûrement dû me donner les outils en quelque part pour être capable d'aller passer à travers. Puis ces outils-là, ils sont peut-être bien au fond de moi parce que je ne les ai pas utilisés depuis un fichu de bout de temps, mais en fin de compte, ils m'ont aidé. Et ça, quand tu donnes la matrice... Exemple d'outils. Ben, le premier exemple là, que je vous dirais, c'est l'écoute. Dans une crise, honnêtement, il faut que tu écoutes encore plus. Oui, tu as le goût de prendre des décisions rapidement. Oui, tu as le goût d'être le général là, qui donne les directives puis qui décide en quelques minutes, en quelques heures. Mais au contraire, moi, ce que j'ai découvert depuis 12 mois, c'est écouter nos membres. Qu'est-ce que nos membres disaient là, l'été passé? Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui, nos membres entreprises? Écouter nos clients à travers le Canada. Écouter nos employés. Comment ils se sentent, les employés? C'est quoi qui les préoccupe? L'été passé, là, quand on a lancé la protection des jardins le 15 juillet, là, ben, ça faisait 2 semaines qu'on entendait les gens dire, ben, moi, je t'inquiète pour ma sécurité, ma protection personnelle, tout ça. OK, on a écouté, on va lancer une protection des jardins qui était inédite à travers les institutions financières. Donc, la capacité d'écouter. Moi, j'ai vraiment, là, dans les 12 derniers mois, là, pas rehaussé ça encore plus, mais j'ai encore pris la portée encore plus grande de comment c'est important d'écouter l'ensemble des parties prenantes avant de prendre des décisions. Puis dans votre introspection, si je peux dire, là, y a-t-il une autre deuxième qualité, une autre chose bien importante? La communication. La valeur universelle? La communication. La communication. Moi, depuis le 16 mars, à chaque semaine, je branche 48 employés tous les jeudis en anglais, en français, puis je leur parle 45 minutes, 1 heure. Je prends 15-20 minutes pour leur parler, puis je prends 30 à 35 minutes pour les écouter dans leurs questions. Il y a peut-être des fois 28 personnes sur la ligne en même temps. J'ai compris qu'à travers ces webs-là, répéter un message rassurant, un message où ils ont l'impression d'avoir une proximité avec le président de l'organisation, un message où ils sont capables de comprendre le sens. À chaque semaine, des fois, je répète les mêmes choses, mais dans des mots différents, des images différentes, un exemple différent. Là, les employés se sentent rassurés, puis font partie du défi qu'on a à relever. J'ai fait la même chose l'été passé dans le dossier de la fuite de renseignements personnels. Je parle pour notamment leur donner des munitions, leur rappeler l'importance de rassurer les gens. Donc, je pense que de donner le sens, de communiquer régulièrement, même si c'est des 30 minutes, 45 minutes, même si on n'a pas le temps, c'est probablement la chose la plus importante à faire parce que ça va multiplier les ambassadeurs qui vont vous aider à passer à travers la crise. Est-ce que ça a changé un petit peu de la façon que vous évaluez maintenant vos employés, vos cadres supérieurs, les gens qui travaillent avec vous? Est-ce que vous avez une nouvelle appréciation de ce qu'il faut, de ce qu'il faut être et de ce qu'il faut faire
Ouais. pour bien travailler? Ben, écoutez, moi, ça m'a essentiellement confirmé que le leadership évolue beaucoup, beaucoup. Hein. Je pense qu'on passe d'un leadership, en tout cas, moi, ce que j'ai voulu incarner, c'est pas un leadership où euh, euh, on est en mode, écoutez, je sais où je m'en vais, faites-moi confiance, puis suivez-moi. Ce que j'ai surtout voulu incarner, c'est un leadership de ensemble, on va passer à travers, puis allons-y ensemble. Alors, est-ce que ça a beaucoup changé, en tout cas, à tout le moins, peut-être pas beaucoup, mais c'est clair que les gens qui m'entourent dans ma garde rapprochée, l'équipe de direction, c'est clair que je m'attends qu'il y ait ce style de leadership-là comme tel. Il n'y a personne qui gagne tout seul le match de hockey, tout le monde joue en équipe. Alors, je crois que l'évaluation que je fais de mes pairs et de mes collègues, c'est vraiment une évaluation qui est basée sur la capacité que ces gens-là ont aussi à mobiliser puis rassembler leur équipe plutôt que de chercher la solution toute seule puis de dire, ben regardez, je l'ai trouvé puis venez-vous-en comme tel. Je pense que ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante dans la façon que j'évalue puis je vois les gens qui travaillent autour de moi, voire même les employés. Cette capacité-là à collaborer encore mieux. Tu ne passes pas à travers deux crises comme ça en essayant de tout faire ça tout seul. Faut que tu le fasses en ayant confiance en les personnes, mais aussi en mobilisant la force de tout le monde. C'est vraiment ce que je retiens de la dernière année. Et vous vous êtes beaucoup appuyé pour ça dans vos valeurs personnelles, mais aussi dans vos valeurs organisationnelles. Oui, tout à fait. Hein? Je veux dire, une des grandes valeurs, c'est l'argent au service des personnes. Dans ces deux dernières crises-là, ce n'est pas la recherche du profit qui a, excusez-moi le terme, mais qui a drivé les décisions qu'on devait prendre. C'était vraiment les personnes, les gens. Quelles mesures on doit mettre de l'avant pour vraiment accompagner les gens? Si je pense à la COVID, là, on a pris une multitude de décisions en quelques journées pour mettre des mesures d'allègement, puis plusieurs personnes ont même reconnu le leadership de Desjardins dans ces mesures d'allègement-là. Pourquoi? Mais parce que notre mission puis nos valeurs étaient très claires. L'entraide, la solidarité, l'argent au service des personnes, l'importance de travailler toujours dans l'intérêt des membres et des clients. C'est tellement incarné chez nous que quand vient le temps de prendre des décisions dans un court laps de temps, ben, tu n'es pas en train de t'ostiner ou de te demander c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma mission, c'est quoi ma finalité comme entreprise. Quand ça, c'est clair, ça accélère le processus de gestion de crise. Oui, sans doute. Mais est-ce que Desjardins va changer là-dedans? Est-ce que souvent on a la discussion, ce qui va changer dans la société, ce qui va changer dans l'économie. Ouais. Est-ce que le mouvement Desjardins est en train de lui aussi de vivre sa propre transformation? Ah, tout à fait. Écoutez, Desjardins, c'est un fleuron québécois qui existe depuis 120 ans. Cette année, on fête le 120e anniversaire de fondation de Desjardins. Et si tu réussis à être en affaires après 120 ans au Québec, là, c'est parce que tu as fait une chose, tu as réussi à t'adapter constamment à la société dans laquelle tu évoluais. Je veux dire, il y a eu le Desjardins des années 30, des années 70, des années 80, des années 90, du tournant des années 2000, puis là, il y a eu le post-crise financière 2008, et là, il y a la COVID. Alors, je pense que la force de Desjardins, c'est pas de voir juste un avant-après, c'est vraiment la capacité de progresser dans le temps. Puis oui, on va continuer d'évoluer. On va évoluer où? On va évoluer vers où nos membres et clients veulent qu'on aille, tout simplement. Je veux dire, on le voit, là, le numérique était une tendance importante dans les dernières années. Les 2 derniers mois ont clairement démontré que les gens sont en mesure de faire des transactions financières sur le numérique. Ah ben, est-ce que ça va emmener des membres et clients à avoir des attentes encore plus grandes envers nous? On va accompagner puis on va les suivre. C'est un exemple concret, ça, par rapport à ces changements-là. Moi, je dis souvent à mon équipe de direction, la plus grande force d'une équipe de direction, c'est la capacité qu'elle a de rendre l'organisation adaptable. Comment notre organisation est en mesure de la mettre dans une posture où elle peut s'adapter à tout ce qui peut arriver. Et plus l'entreprise est prête à s'adapter à ce qui va lui arriver, meilleures sont ses chances de gagner sur le long terme comme tel. Est-ce qu'il faut encore avoir la question pour bien accompagner les entrepreneurs, vos clients, il faut aussi que l'organisation soit solide financièrement. Ouais. Or, une crise comme celle-là impacte forcément la rentabilité, impacte les moyens futurs de l'organisation. Comment qu'on fait pour pondérer, pour mitiger le tout, mitiger les risques dans l'appui par rapport à il faut qu'on soit encore là et viable dans 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ben, écoutez, encore une fois, là, c'est de se ramener à notre mission et à nos valeurs. Nous, notre finalité, c'est nos membres, c'est nos clients.
C'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, on va être encore en affaires. C'est ce qui fait qu'on est en affaires depuis 120 ans. Et le fait d'être une coopérative, d'être un modèle coopératif, nous donne une plus grande flexibilité. Je vous donne un exemple. Bien, essentiellement, je n'ai pas la pression, moi, comme président, du prochain trimestre, là, à livrer des résultats où le marché boursier pourrait se mettre à fluctuer de tous les bords, tous les côtés, parce que les actionnaires sont en attente de ci. Je peux, et depuis des années, Desjardins peut se construire avec une perspective à long terme, une vision à long terme. Donc ça, c'est aussi très rassurant pour éviter de prendre des décisions à court terme qui ne vont pas dans le sens de ce que les membres ou les clients souhaiteraient. Le deuxième exemple concret, c'est la capacité, de par le fait, en étant une coopérative, d'avoir une gestion qui est non pas prudente, mais qui est sur le long terme. Donc, quand on prend des risques qui sont calculés. On ne cherche pas à faire un coup de circuit pour épater la galerie pour la prochaine année ou les 2 prochaines années ou gagner un prix. On sait qu'on est là depuis 120 ans, on veut continuer d'être là pour 120 ans. Donc, c'est un long marathon où on accompagne nos membres d'une décennie à l'autre. Alors, ça aussi, ça nous aide à passer à travers des situations. Ça fait qu'aujourd'hui, vous avez un mouvement Desjardins qui a 25 milliards de capitalisation, qui est capable de soutenir beaucoup de pression par rapport à des chocs financiers, qui appartient à 4,5 millions de Québécois, qui n'est pas propice à une OPA hostile. Hein, le patrimoine collectif que Desjardins va toujours nous appartenir. Alors ça aussi, ça nous donne une capacité de soutenir les entrepreneurs du Québec sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette pression-là trimestrielle ou ce danger-là d'être acheté par quelqu'un comme tel. Puis ça, moi, je pense que c'est extrêmement sain pour la société et pour les entrepreneurs du Québec. Vous avez par ailleurs d'autres types de pression, forcément. Et pour vous, c'est clair. Vos enjeux au niveau du leadership les plus importants, ce serait quoi? Bien, écoutez, moi, je vous dirais là, qu'un des premiers enjeux en termes de leadership qui est important quand on est président du mouvement Desjardins, c'est comment on conjugue bien, on concilie bien les différentes attentes de nos membres. On a des membres qui veulent faire affaire sur des plateformes numériques. On a des membres qui veulent aller dans des points de service physiques. On a des membres qui ont des besoins à l'international. On a des membres qui veulent encore plus de services technologiques. Et mon travail à moi, ce n'est pas juste de gérer le mouvement Desjardins en date d'aujourd'hui, c'est aussi de le gérer en le construisant pour les 5, 10, 15 prochaines années. Fait qu'un des grands défis, c'est comment concilier cette pression-là quand tu as 7 millions de clients et de membres à travers le Canada qui ont des attentes différentes envers leurs institutions. Puis de bien faire comprendre à tout le monde que oui, on prend ces décisions-là parce qu'on est en train, oui, de respecter notre passé, de respecter notre héritage, de servir le présent, mais d'aussi construire le futur. Et ça, pour moi, c'est une grande pression parce que parfois, les gens, quand on a un fleuron comme Desjardins, quand Alphonse Desjardins a été si marquant au Québec, bien, les gens se rappellent du passé. Mais mon travail à moi, c'est aussi de construire le futur. Ça, c'est une pression qui est assez importante quand on gère le mouvement Desjardins. Et ça vous amène des fois à prendre des décisions, entre guillemets, impopulaires. Ben, écoutez, des décisions impopulaires, oui, peut-être impopulaires, mais je suis convaincu que le propre d'un leader, c'est pas de gagner des concours de popularité. Je suis convaincu que le propre d'un leader, c'est pas de faire plaisir toujours à tout le monde. Le propre d'un leader, c'est d'écouter, c'est d'analyser et c'est de prendre les décisions qui, à ses yeux, lui paraissent les meilleures pour réaliser la mission de l'entreprise. Et oui, ça veut dire de mettre de l'avant des solutions, des propositions qui sont peut-être pas populaires à court terme, mais qui vont nous permettre, humblement, selon pas seulement mon avis, mais l'équipe de direction, le conseil d'administration, d'être encore plus là pour nos membres et clients dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Desjardins, depuis 120 ans, en a pris plein de décisions. Et puis, ils n'étaient pas tous populaires au jour 1, mais aujourd'hui, quand vous avez un mouvement de 325 milliards d'actifs, 48 000 employés à travers le Canada, une société vraiment qui rayonne à travers le monde, bien, il s'est pris plusieurs décisions au fil des années. Et je pense que c'est le mandat. Moi, je dis souvent, quand tu présides le mouvement Desjardins, c'est un privilège que tu as pendant 2 termes de 4 ans. Puis après ça, ben, c'est comme une course à témoins. Ce n'est pas mon entreprise Desjardins. J'ai le privilège de la présider aujourd'hui. Je la gère pendant quelques années, puis j'essaie de la laisser dans une bien meilleure posture, puis la laisser pour quelqu'un d'autre plus tard. Ce qui m'amène au moins 2 questions. D'abord, la première, quelle est la décision la plus difficile que vous ayez eu à prendre à la tête du mouvement Desjardins? La plus difficile, c'est une très bonne question. Je reviendrai vraiment avec ce que je disais, c'est-à-dire
le virage numérique que l'on met de l'avant, qui est à mes yeux foncièrement nécessaire pour assurer la pérennité de l'organisation, parce qu'aujourd'hui, 9 transactions sur 10 sont faites sur un téléphone. Mais en même temps, en sachant que ça peut emmener certaines fermetures de points de service ou certains réaménagements de points de service et que ça, à court terme, aux yeux de certains, ça peut vraiment être un désengagement de Desjardins dans les milieux. C'est extrêmement difficile parce que tu fais l'objet de critiques. Les gens ne voient plus le Desjardins qu'ils croyaient. Et là, voient dans le fond que on devient peut-être une banque pour certains, alors que dans le fond, on écoute nos 9 membres sur 10 qui nous demandent de faire affaire là-dessus, puis qui veulent des investissements technologiques et qui veulent qu'on soit en train de construire ce futur-là sans délaisser notre présence humaine et sur le territoire. Comment on transforme notre soutien dans les différents milieux, non pas seulement par un point de service physique, mais aussi par un accompagnement à travers le fond du grand mouvement ou à travers la dynamique du milieu. Ça, c'est un exemple concret. Et tu te ramasses en commission parlementaire pour devoir expliquer ça parce que c'est un événement au Québec, tout ça. Oui. Ça, je vous dirais, ça challenge le leadership un peu parce que moi, je suis convaincu que dans les 5, 10, 15 prochaines années, la rondelle s'en va là aussi. Oui. L'autre, c'est parce que je ne pensais pas vous poser la question, mais évidemment, vous avez droit à 2 mandats, vous entamez votre 2e, alors il vous reste bien sûr 4 ans. Mais il y aura aussi un après Desjardins pour Guy Cormier. Ouais. Et je suis quand même un peu tenté à vous poser la question, est-ce que quelquefois, vous commencez à imaginer un peu ces lendemains-là? Oui, ben pas. Moi, écoutez, je suis construit comme ça, là. J'essaie de me concentrer sur ce que je fais. Je suis payé aujourd'hui pour présider le mouvement Desjardins. Toute ma carrière, vous m'auriez dit 10, 15, 20 ans, est-ce que tu vas devenir président de Desjardins? J'aurais dit probablement non. Est-ce que j'étais ambitieux? Oui. Est-ce que je savais que je voulais ce poste-là, cette fonction-là? La réponse, c'est non. Est-ce que je voulais progresser dans l'organisation? Est-ce que je voulais avoir de l'impact dans la société? Oui. Alors aujourd'hui, ce que je me suis toujours gardé de faire dans ma carrière, c'est de bien faire mon travail au quotidien, livrer la marchandise, faire confiance que les gens vont voir ce que je livre, ce que je performe. Puis après ça, bien, il va se passer des choses qui auront à se passer. Alors, je suis un peu dans cet état d'esprit-là. J'ai 4 belles années devant moi. Il y a plein de choses à faire. On sort d'une période difficile, pas seulement la COVID. On va sortir d'une forte récession. Il va falloir aider beaucoup d'entreprises, beaucoup de milieux, beaucoup de communautés. Toute mon énergie doit être mise sur ça et m'assurer que le mouvement Desjardins continue de jouer son rôle de leader socio-économique et poursuit. Puis après ça, bien, en 2024, 2025, 2026, on verra ce qu'il y a à faire à ce moment-là. On ira relever d'autres défis, tout simplement. Bien répondu. Ceci étant, je serais quand même curieux de savoir, quand vous allez quitter, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de votre passage chez Desjardins? Que Guy Cormier a vraiment rebranché Desjardins sur ses membres, sur ses clients et sur la communauté. C'est que ça que j'espère. Puis peut-être aussi qu'il a géré 2 crises en passant. Pour le moment. Oui. Il reste 4 ans. Ah, peut-être qu'il va en avoir d'autres. Écoutez, si on passait aux questions du public maintenant, je suis sûr qu'il y en a des bonnes. Oui, effectivement, nous avons reçu quelques questions du public. Je dois dire que nous avons même reçu des questions du public, mais avant la conférence. Donc, ça fait quelques jours que la question est en suspens. Elle nous vient de Léane Dutil et c'est une très bonne question d'ailleurs. Madame Dutil se demande comment faire pour continuer d'innover alors que le contexte actuel et futur change rapidement, un contexte incertain. Comment est-ce qu'on fait pour définir des cibles et se doter d'une stratégie pour y atteindre? Écoutez, généralement, là, les plus grandes sources d'innovation sont souvent issues d'une crise, d'un manque ou d'un besoin. Alors aujourd'hui, moi, je vous dirais que la première chose qu'il faut faire, c'est écouter, être à l'écoute. Quand je pense à Nicolas Duvernois de Pure Vodka, qui a écouté qu'il y avait des besoins de Purell, puis il y avait des besoins de services pour être capable de se nettoyer les mains adéquatement, bien, il a rapidement transformé l'entreprise en disant, bien, écoutez, on va aussi, vu qu'on fait de l'alcool, préparer quelque chose pour protéger le public et les gens. Alors, je pense que la première chose, c'est d'écouter, premièrement, vraiment écouter, là. Et deuxièmement, c'est de se mettre dans cette posture-là. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des plus grands défis qu'on va avoir dans les prochaines semaines, prochains mois,
c'est de retomber dans un état d'esprit de confiance. Rappelez-vous comment tout le monde était confiant en 2017, 2018, 2019. Je veux dire, les entreprises allaient bien, la croissance était au rendez-vous. Alors, il faut retomber, là, on le sait, les prochains trimestres vont être difficiles, mais il faut retomber d'un état d'esprit où, oui, on est confiant dans le futur. C'était normal, là, peut-être pas la COVID, mais c'était normal qu'on arrive à la fin d'un cycle économique depuis 2008. C'est un ralentissement qui est beaucoup plus brutal qu'on avait anticipé, mais tout le monde savait que 2020 et 2021 seraient des années plus difficiles, beaucoup plus là qu'on avait anticipé. Alors, je pense qu'il faut avoir aussi confiance, être ouvert d'esprit puis collaborer. Peut-être pas essayer de tout faire tout seul ou de se chercher la solution dans notre entreprise. Peut-être c'est le temps plus que jamais de parler à d'autres entrepreneurs, d'être sur des webinaires comme ça, de voir est-ce que je peux faire des partenariats avec quelqu'un, est-ce que je peux copier en affaires, ce n'est pas une mauvaise stratégie d'innovation, c'est une bonne stratégie d'innovation. Est-ce que je peux copier quelqu'un actuellement? Je pense que c'est quelques éléments que, humblement, je me permets de vous partager. Merci pour ce partage. On est bien content de ça. J'aimerais vous amener maintenant sur une question de l'heure, le télétravail. Vous l'avez mentionné, là, vous avez mis une bonne proportion de vos employés en télétravail dès le début de la crise. Est-ce que ça vous amène de nouveaux défis? C'est quand même beaucoup d'employés à travers le Canada. Là. Écoutez, là, quand vous avez à peu près 35 000, 40 000 employés en télétravail de Vancouver aux îles de la Madeleine, ça fait quand même pas mal de monde en même temps. Écoutez, est-ce que ça a amené des défis? La réponse, c'est oui. Il a fallu très rapidement, en quelques semaines, logistiquement parlant, informatiquement parlant, sécurité de l'information parlant, protection de données, etc., mettre les bonnes mesures en place. Donc, il y a ces défis-là. Le deuxième défi, c'est écoutez, vous ne pouvez pas passer 5 jours semaine au bureau et brutalement arrêter et être 5 jours semaine à la maison en pensant que ça va être un long fleuve tranquille jusqu'à la fin de votre carrière. Honnêtement, moi, je pense que le télétravail va prendre de l'importance, mais est-ce qu'on va laisser 40 000 employés 5 jours semaine en télétravail à la maison? Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on va avoir un hybride entre les deux où les gens vont peut-être passer 3 jours, 3 heures et demie en télétravail, une journée et demie au bureau. Vous gérez des entreprises, il y a des moments où on veut rencontrer nos gens, on veut donner de l'alignement, on veut répondre aux questions, on veut travailler sur des projets. C'est important, l'humain a aussi besoin de socialiser avec des collègues ou parler à son patron ou à son supérieur pour connaître bien comme il faut les alignements. Alors oui, c'est un défi. Moi, pour nos gestionnaires, c'est un très grand défi, gérer à distance dorénavant. Pour certains gestionnaires, ils n'avaient pas fait ça de leur vie jamais. Donc, ça vient changer aussi certaines façons d'être, certaines façons de penser. Mais moi, je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Mais est-ce que c'est un élément qu'on va garder? Tu n'as pas bâti une capacité comme ça pour mettre 48 000, 45 000 employés en télétravail puis que ça devienne une dépense plutôt qu'un investissement. C'est clair pour nous qu'on va essayer d'optimiser ce qu'on a fait là-dedans. Mais on va le faire graduellement. On veut aussi briser l'isolement de nos employés là-dessus. Bien, justement, en fait, il y avait, pour continuer un peu surfer sur briser l'isolement et la motivation des employés, comment est-ce qu'on fait pour garder nos employés motivés à travers des moyens numériques? On leur parle tout simplement. La source première de motivation des employés, selon moi, c'est le sens qu'ils trouvent à leur travail. Il faut trouver le moyen de donner du sens aux employés. Moi, quand je suis arrivé à la présidence du Mouvement Desjardins en 2016, une des premières choses que j'ai dit, les gens me demandaient qu'est-ce que vous voulez faire, M. Cormier, comme président. Je veux que Desjardins redevienne premier dans le cœur des gens. Premier dans le cœur des gens. OK, ça, les gens m'écoutaient, là, mais ils pensaient que j'étais comme sur une autre planète. Je veux un Desjardins qui est simple, qui est humain, qui est moderne, qui est performant. Puis je veux qu'on travaille toujours dans l'intérêt des membres. C'était ça l'alignement que j'ai donné. Pas parler de profit, j'ai pas parlé de rentabilité, j'ai pas parlé de croissance des revenus. Tout ça viendra après. Alors, je pense qu'il faut trouver dans un moment comme ça, notamment avec le télétravail, c'est quoi qui va stimuler vos gens, puis qui va donner un sens. En anglais, ils parlent d'un purpose, un sens qui est encore plus grand que juste le travail quotidien. Puis je peux vous dire que pour 48 000 employés chez Desjardins, viser à être premier dans le cœur des gens, ça peut vouloir dire plein de choses pour chacun. C'est clair puis c'est pas clair, mais c'est extrêmement émotionnellement stimulant pour les gens. Et là, ce que je fais depuis le début de la crise, c'est comme je le dis, à chaque semaine, je leur parle tous les jeudis, une web en français, une web en anglais. Je réponds à leurs questions et ça me permet de rester branché sur la base puis de leur donner de l'aliment. Et là, c'est pas juste moi qui fais ça. Les gestionnaires font ça, les équipes font ça. Puis à travers ça, il s'est créé plein de modèles. Les employés eux-mêmes ont fait émerger des solutions
pour comment ils pourraient rester mieux connectés ensemble. On a juste écouté nos employés, puis ils ont décidé de se mettre en réseau par rapport à ça. Ah ben, merci. Et on aimerait vous entendre maintenant sur le rôle là, des administrateurs élus d'une coopérative, d'un réseau de coop. En temps de crise présentement, comment vous voyez leur rôle au niveau de l'innovation de l'organisation? Puis, il y a plusieurs personnes là, qui ont tendance à dire, bon, la démocratie, ça prend du temps, il faut consulter. Vous, M. Cormier, vous en pensez quoi? Bien, écoutez, ça fait 2 crises qu'on gère, nous, là, de suite. Puis on a été capable de consulter rapidement, de prendre des décisions rapidement, puis de bouger rapidement. Et comme je vous le dis, la démocratie, elle peut prendre du temps quand les alignements ne sont pas clairs, quand la finalité recherchée n'est pas claire ou quand notre objectif ou notre rêve n'est pas clair. Mais quand tu as bien pris le temps, chez Desjardins, on va faire des congrès, on va rencontrer régulièrement nos administrateurs, on va avoir des webs avec eux, on communique régulièrement. Quand le sens, la finalité devient clair, quand tu as à prendre des décisions rapidement, tu n'es pas obligé de consulter des semaines et des semaines de temps comme tel, parce que tu es en train de prendre des décisions qui sont parfaitement alignées avec ta finalité recherchée. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est extrêmement important pour se donner de l'agilité, premièrement. Deuxièmement, moi, depuis 1 an, ce que je constate de nos administrateurs de caisse, notamment à l'été 2019, ils ont été des ambassadeurs extraordinaires pour rassurer la population. Ils étaient sur le terrain, ils étaient avec les gens, ils les rencontraient au IGA, à l'Arena, au club de soccer, dans une entreprise, et ils ont rassuré nos gens. Donc, nos administrateurs étaient capables de nous refiler rapidement ce qu'ils entendaient sur le terrain et être capables de rassurer les gens parce qu'on les outillait adéquatement. Pour moi, là, j'ai toujours considéré que les administrateurs, c'est une force énorme pour Desjardins parce qu'on a des milliers de personnes partout sur le territoire qui font rayonner Desjardins, mais qui écoutent aussi les besoins de la population et des entrepreneurs. Ça nous permet d'être très rapidement agiles. Donc, ce sont des alliés, là, nos administrateurs. Une question qui nous vient du Facebook. On veut savoir, M. Cormier, comment est-ce que vous gardez votre optimisme? Bien, écoutez, premièrement, je pense que c'est un état d'esprit, là. Il faut que tu décides que tu veux être optimiste aussi, là. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je suis convaincu là, qu'au Québec, au Canada, on a tellement d'atouts pour passer à travers cette crise-là, cette situation-là. Prenez le temps, là, quelques instants. Là. Le Québec, c'est un endroit où, essentiellement, la majorité des gens, les jeunes, notre jeunesse, est bilingue, parle très bien le français, parle bien l'anglais, dans beaucoup de cas, trilingue. On a des universités de calibre international. On baigne, on a accès au marché européen parce qu'on connaît la culture, on connaît vraiment, on a accès au marché américain. On a des gens qui sont entrepreneurs, innovants. On a un volet technologique au Québec, là, intelligence artificielle, qui est bien positionné à travers la planète. Donc, on a plein d'atouts actuellement. Puis, on est un peuple, on est un groupe qui, depuis des décennies, depuis les 40-50 dernières années, a clairement démontré qu'il est capable de créer des grandes entreprises puis qu'il est capable de relever de grands défis. Alors, oui, ça peut être difficile. Oui, on a des défis, mais retournez dans les années... Allez voir Alphonse Desjardins en 1900, quand il n'y avait pas d'institution financière québécoise qui se desservait des Canadiens français, puis allez lui demander si c'était difficile dans ce temps-là. C'était sûrement très, très difficile de mettre en place une institution financière à coup de scène noire et de 10 sous. Aujourd'hui, c'est un groupe financier qui est reconnu mondialement. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup d'atouts, je pense, dans notre jeu, puis on va passer à travers. C'est ce qui me permet d'être optimiste, tout simplement. Effectivement, bel exemple pour un modèle d'optimisme que M. Alphonse Desjardins. Une autre question de Jean Bibeau. Sur le plan des jeunes, comment est-ce qu'on leur donne le goût d'entreprendre quand ils sont encore au cégep, à l'université? Comment motiver leur esprit entrepreneurial? M. Bibeau, c'est une fichue de bonne question. Honnêtement, je pense que ça, il faut continuer de travailler fort à ce niveau-là. Je veux dire, aujourd'hui, je dis souvent dans des conférences, là, quand un jeune vient voir ses parents et il leur dit « je veux devenir entrepreneur », je pense que la première réaction de beaucoup de parents, c'est « ah oui, t'es sérieux? » Tu sais, devenir ingénieur, devenir médecin, devenir architecte, devenir entrepreneur, je pense que ça peut encore rebuter certains parents parce que les parents aiment leurs enfants et voient les difficultés, voient les défis, voient les enjeux financiers, voient, etc., le risque d'échec. Alors, je pense qu'au départ, il faut valoriser le rôle d'un entrepreneur. Puis, il faut se dire les vraies choses. Là, dans les
On a eu des années au Québec, au Canada, où les entrepreneurs, ben, on entendait plus parler de certaines commissions où on ne donnait peut-être pas le bon côté de certains entrepreneurs. Là, je trouve que depuis 4-5 ans, soit à travers des émissions télévisées, soit à travers ce que fait le réseau M, soit à travers les réseaux sociaux, on présente des entrepreneurs, notamment plusieurs entrepreneurs sociaux qui ont même des modèles coopératifs, qui ont un impact dans la société. Alors, je pense qu'il faut revenir à la base, à l'éducation, pas seulement des jeunes, mais même de la société des parents, et de voir l'entrepreneuriat, oui, comme un défi, mais comme un élément extrêmement stimulant. Donc, il faut travailler très fort. Et nous, chez Desjardins, à travers l'accompagnement dans les cégeps, à travers l'accompagnement dans les universités, à travers l'accompagnement notamment avec le Fonds du Grand Mouvement, on veut mettre en place plein de moyens pour stimuler cette jeunesse-là qui a de l'entrepreneuriat en elle, là. Il faut juste se donner un petit coup de pouce. Se doter de bons modèles assez Ouais, jeunes dans ce cas-là. Tout à fait, tout à fait. Donc là, ici, j'ai une question qui nous vient de Facebook et qui fait référence là, à 2 études de la BDC et de la Banque du Canada qui rapportaient des résultats semblables, c'est-à-dire que les entrepreneurs du Québec, de l'Ontario étaient très optimistes, les plus optimistes au pays. Par rapport à ce qui les attendait dans les prochains mois. Ils voulaient investir dans la technologie, formation de main-d'œuvre. Et là, ben, la crise de la COVID a vraiment bouleversé plusieurs choses au niveau des investissements, les secteurs de la fabrication, technologie. Bon, là, dans le fond, les services aussi, c'était les secteurs qui étaient avec les intentions d'investir les plus fortes. Mais quels horizons reverrons-nous, en fait, là, pour ces secteurs-là? Est-ce qu'on va revoir de tels investissements, de tels engagements de la population, selon vous? Ben, écoutez, moi, 2-3 éléments de réponse. La première, là, les entrepreneurs qui étaient optimistes au Québec, en Ontario, avant la crise, pendant la crise, ça demeure les mêmes entrepreneurs. Je le répète, là, ils sont aussi intelligents qu'avant, ils ont le même réseau de contacts qu'avant, ils ont la même ambition qu'avant, et ils ont la même capacité de création puis d'innovation qu'avant. Alors moi, je pense que ça, c'est des atouts de base que l'on a qui ne sont pas partis à cause de la COVID, premièrement. Deuxièmement, vous avez l'une des crises à travers le monde dans les 50 dernières années où jamais on a vu les gouvernements être aussi interventionnistes dans leurs actions. Et pas un petit peu, là, partout, là, provincial, municipal, fédéral. On voit que la société civile, les gouvernements veulent tous se mettre ensemble pour relancer différemment et efficacement notre économie, notre société. Alors ça aussi, ça me rend optimiste. Puis c'est normal que des entrepreneurs soient optimistes par rapport à ça. Puis troisièmement, bien, les atouts technologiques sont toujours là. La capacité de développer, notamment au Québec, des technologies nouvelles, technologies vertes, intelligence artificielle, gestion de données, tout le gaming, tout ça, c'est des éléments à capacité d'innover. Bien, ça ne s'est pas perdu. Alors moi, je pense que, est-ce qu'on a quelques trimestres devant nous difficiles? Est-ce qu'en 2021, on va retomber comme en 2019? La réponse, c'est non. Mais sur l'horizon des 3-4 prochaines années, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de retomber dans un climat qui ressemble à ce qu'on vivait au milieu de 2013, 2014, 2015. Intéressant. Et une question maintenant qui nous vient de Evan Murray qui aimerait avoir votre vision du modèle coopératif là, dans le cadre de la relance. Bien, écoutez, moi, je suis profondément convaincu que le modèle coopératif est plus pertinent que jamais. Non seulement auprès des jeunes, mais auprès de la population. Je suis convaincu que 2020, là, c'est un peu pas la fin, mais ça faisait 35 à 40 ans qu'on vivait dans un monde de globalisation, de mondialisation, d'économie ouverte. Le monde va être nouveau, puis etc., etc. Mais on a réalisé, là, notamment dans les dernières années avant la COVID, là, que là, il commençait à y avoir des gens qui s'exprimaient de façon beaucoup plus importante sur, bien, il y a des dommages collatéraux, là. Moi, je l'ai fait à plusieurs occasions. Les impacts environnementaux, les inégalités dans certains endroits, des gens qui sont vraiment laissés pour compte. Alors, les gens ont dit, écoutez, est-ce que c'est ce modèle-là qu'on perpétue encore 10, 15, 20 ans ou on essaie de faire évoluer tout ça? Alors, je pense que le modèle coopératif où l'égalité, l'entraide, la solidarité, l'argent au service des personnes, une vision à long terme des choses, l'importance, le membre, une part, un vote, c'est pas au plus fort la poche, la dimension collective de propriété, l'impact dans la communauté. Ça, c'est tous des choses qui tournent autour du monde coopératif
Et moi, quand j'écoute ça, là, ben, c'est en plein ce que j'entends de beaucoup de monde dans la société qu'ils veulent construire une société plus inclusive, plus ouverte, où tout le monde a voix au chapitre. Alors, je ne serais pas surpris dans les prochaines années de voir encore plus de coopératives d'habitation, coopératives de services. Je vois plein de microbrasseries qui se lancent en modèle coopératif. Alors, qui sait, ça viendra des modèles Desjardins dans les prochaines décennies. Mais le modèle coopératif, quand je regarde les valeurs des jeunes, l'économie de partage qui est si importante. On me dit qu'Uber, c'est de l'économie de partage. Mais moi, je n'écoute pas bien ça. Hein. Quand les profits sont à San Francisco, qu'on bafoue les règles, puis on ne paie pas toujours ses impôts. Alors moi, je pense qu'au niveau d'un modèle coopératif qui est vivant et qui est près du milieu ici, ben, il est plus pertinent que jamais. Et ben, le modèle coopératif suscite des réactions là, parce que on me parle, on aimerait avoir votre opinion en fait sur. Est-ce que vous pensez, M. Cormier, qu'un modèle coopératif pourrait davantage motiver des employés dans le secteur manufacturier pour l'avenir? Ben, écoutez, on est ici dans une coopérative de travailleurs, mais il est clair que lorsque les personnes se sentent partie prenante d'un projet, et il y a plein de formules en passant. Là. Il y a des gens qui vont plus faire un partage des bénéfices à la fin de leur année avec leurs employés en leur disant ben c'est une façon de te récompenser, l'entreprise t'appartient un peu, donc tu y fais partie. C'est un modèle. Mais c'est clair que le modèle coopératif, où l'employé est investi d'un rôle encore plus grand dans l'entreprise, en étant propriétaire de cette entreprise-là, en ayant voix au chapitre, en étant capable d'influencer sa destinée, en étant capable de voir dans le temps son évolution, moi, je suis convaincu que c'est un modèle qui est extrêmement porteur. Et peu importe qui tu es comme employé, peu importe ta contribution à l'entreprise, ta richesse personnelle, ton intelligence personnelle, bien, chacun a sa contribution dans l'entreprise. Alors oui, je pense qu'à l'ère où les gens veulent du sens, veulent sentir qu'ils ont de l'impact dans la société, je suis convaincu que c'est un modèle qui peut être extrêmement porteur dans le temps. On l'a vu dans le domaine des médias, on le voit dans le domaine de certains autres secteurs d'activité. C'est un modèle qui peut être porteur. Un modèle qui pourrait être innovant aussi. Tout à fait. Et parlant d'innovation, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est vraiment en période de crise que ça révèle les leaders. Vous en avez traversé quelques-unes. Je pense que vous vous êtes révélés. Mais qui dit crise dit aussi son lot de stress qui vient avec. Monsieur Cormier, comment est-ce que vous faites pour transformer votre stress en innovation, c'est-à-dire pour le transformer en moteur de créativité? Bien, premièrement, je suis quelqu'un qui le mauvais stress, je vais dire ça, ou le stress qui pourrait m'empêcher de dormir, ou le stress qui pourrait me rendre malheureux, ou vraiment ne plus vouloir être en action, j'essaie de l'évacuer le plus rapidement possible en faisant du sport, en me changeant les idées, en lisant. Donc, vraiment en essayant d'évacuer ça, le surplus d'énergie que je pourrais avoir relié au stress, premièrement. Deuxièmement, c'est de le partager. C'est de le partager. C'est pas de le garder juste pour soi. C'est de dire, on a un enjeu. Puis parfois, quand on est à la tête d'une organisation ou un entrepreneur, parfois difficile d'aller vers l'autre, de dire hey, j'ai de la difficulté dans ça, je ne sais pas comment m'en sortir ou as-tu un conseil à me donner? Je pense que c'est de le partager. Puis souvent, dans ces discussions-là, bien, c'est là qu'arrivent des bonnes idées, des fichus de bonnes idées d'innovation. Alors moi, souvent, les défis que j'ai à relever, je ne m'en cache pas, c'est difficile dans telle affaire, comment on prendrait ça? Je parle à des employés, je parle à mes collègues, je parle à les gens de la société tout simplement, des quelques leaders d'entreprise avec qui j'ai développé des plus grandes affinités, à qui je parle des enjeux que j'ai. Et souvent, ces gens-là, juste en les écoutant, ça va m'emmener des idées, ça me dit « Ah oui, regarde donc ça », puis lui, il voit ça comme ça. Puis ça me permet de me mettre en action dans l'équipe. Évidemment, je suis très conscient que quand tu es à la tête de Desjardins, 48 000 employés, il y a des capacités, il y a des moyens qui sont différents peut-être qu'une PME ou qu'une autre entreprise. Je suis très conscient de ça. Mais je pense qu'à la fin, la recette peut rester la même. Écouter ses employés, écouter les gens, partager ses défis. En écoutant les autres, ça peut nous aider à passer à travers pas mal. Monsieur Cormier, si vous permettez, Guy, j'ai l'impression que ce que vous venez de dire là pourrait être une très belle publicité pour le mentorat. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, et le mentorat vient aider dans ces moments-là parce que ces personnes-là le font sans avoir le même stress que vous. Ils sont parfois un peu plus reculés de l'arbre. Ils sont moins dans l'action au quotidien. Ils ont peut-être moins la complexité, la tension que vous vivez personnellement. Ils ont plus de recul.
et ils sont capables de vous partager des idées qui, au départ, vont vous paraître « Ah, il ne connaît pas mon problème, il me dit ça, là, mais il n'a aucune idée de ce que je vis comme tel. » Mais après une bonne nuit de sommeil, un ou deux échanges avec quelques collègues, on réalise que on pourrait peut-être cheminer là-dedans, on pourrait peut-être aller plus loin. Et je pense que oui, le mentorat peut effectivement grandement aider parce que ces personnes-là ont peut-être déjà vécu une crise aussi avant. Bien, merci pour ce témoignage, M. Cormier. Le temps file, on a peut-être le temps pour une ou deux dernières petites questions. Oui, je vois le temps, surtout qu'on a coupé avec la chose, il n'y a pas de problème, on peut prendre 5 minutes additionnelles. C'est très gentil, nos auditeurs apprécient. Je vous ramène un peu là, côté économie et productivité des entreprises. Là, une question qui nous vient de Frédéric Paquette. Que pensez-vous du retard de productivité des entreprises québécoises par rapport au reste du Canada, par rapport aux États-Unis? C'est un réel défi. C'est un réel défi. C'est un réel défi. Puis on l'a vu là, à la fin de 2019. Rappelez-vous toutes les discussions qu'on avait sur la pénurie de main-d'œuvre, puis sur les défis de main-d'œuvre. Puis je voyais, je parlais à plein d'entrepreneurs qui refusaient des contrats parce qu'ils savaient qu'ils ne seraient pas capables de les honorer parce qu'ils manquaient de capacité de production comme telle. Alors, ça l'a réellement contraint des entreprises dans leur développement, dans leur capacité à prendre de l'expansion. Alors, je pense que c'est une priorité. Puis, est-ce que la situation actuelle peut emmener des initiatives intéressantes d'innovation, de transformation, d'améliorer la productivité? La richesse d'une entreprise, la richesse d'une population se construit notamment à travers la capacité qu'on a d'être innovant, d'être productif. Et je pense que si on veut être sur le long terme, une province, un pays qui est compétitif à travers le monde, il faut continuer d'investir. Puis le foncé qu'on a lancé, c'était justement une initiative pour aider des entreprises, des PME, des petites, des moyennes, à réellement avoir un soutien financier de Desjardins pour lancer une activité d'innovation ou de transformation en termes de productivité. On espère que ça va aider des dizaines et des dizaines d'entreprises, des centaines. Effectivement, merci pour votre réponse. Une autre question qui nous vient de Facebook. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'avoir un modèle coopératif, mais avec une empreinte internationale? Absolument. Écoutez, regardez le Mouvement Desjardins. Le Mouvement Desjardins en est un bel exemple. Pour beaucoup de gens, Desjardins, moi, je suis fasciné quand je me promène à travers le monde. Au Québec, les gens voient le Desjardins qu'ils connaissent depuis 120 ans. Dès que vous sortez du Québec, Desjardins est un assureur d'importance, deuxième assureur de dommages le plus important à travers le Canada. Nous sommes le 51e plus important investisseur en infrastructure à travers le monde. Donc, la réponse est totalement oui. Vous avez de grandes coopératives, que ce soit le Mouvement Desjardins. Regardez en Europe, vous avez le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel qui font des affaires à travers le monde. On a plus de 40 quelques milliards de fonds investis par des investisseurs asiatiques, européens, américains, canadiens. Alors, vous avez déjà un modèle international de Desjardins. Est-ce qu'on a des points de service ouverts physiquement partout à travers le monde? Pas nécessairement. Est-ce qu'on est capable d'accompagner un entrepreneur à travers le monde dans ses services? Absolument comme tel. Alors, je pense qu'on a un modèle avec Desjardins. Puis, est-ce qu'on peut construire une coop? Absolument. La réponse est totalement oui. La coopérative, là, c'est le modèle, c'est la coquille. Après ça, c'est les gens, c'est les personnes, c'est les ambitions qu'on a qui vont nous permettre d'aller plus loin. Alors, il ne faut vraiment pas voir ça comme un frein, mais plutôt comme une opportunité là, d'avoir un modèle coopératif à l'international. Là. Absolument, absolument, j'en suis convaincu. Puis vous en avez de très grandes entreprises internationales qui ont choisi le modèle coopératif. Monsieur Cormier, je vous amène sur une question qui parle d'avenir et de jeunes. Oui. On veut savoir, Monsieur Jacques Cloutier aimerait savoir, selon vous, quels sont les secteurs de l'avenir qui sont les plus attractifs pour les jeunes? Bien, écoutez, c'est intéressant votre question parce qu'une des premières choses que j'ai faites lorsque je suis devenu président de Desjardins, ça a été de lancer un comité aviseur jeunesse. Quand j'ai été élu, j'avais 46 ans, puis certaines personnes disaient « Je suis le plus jeune président de Desjardins ». Quand j'arrivais à la maison, mes 4 jeunes me disaient « À 46 ans, nous autres, on ne comprend pas pourquoi ils disent que tu es jeune. » Mes enfants avaient début vingtaine. Alors, c'est là qu'on s'est dit 12 jeunes entre 18 et 30 ans m'accompagnent régulièrement. Je leur emmène parfois les mêmes dossiers que je présente au conseil d'administration, au comité de direction, et je les rencontre régulièrement pour qu'ils m'influencent, pour rester jeune dans mon état d'esprit, tout simplement. Et je vous dirais que ce que je constate, c'est une question que j'ai souvent eue avec eux. Premièrement, tout ce qui touche au développement durable. Tout ce qui touche au développement durable,
à l'environnement, aux causes sociales, à l'impact sur la planète, ce sont définitivement des sujets, des projets d'entreprise, des projets de société qui interpellent beaucoup, beaucoup, beaucoup les jeunes et sur lesquels beaucoup de jeunes, que ce soit la biodiversité, les énergies vertes, les jeunes ont le goût de s'investir dans ces projets-là. Ça, c'est la première chose que je constate. La deuxième, c'est les technologies aussi. Beaucoup de jeunes ont le goût de s'investir en technologie, pas seulement de lancer des entreprises en technologie, mais de voir comment la technologie peut continuer à faire évoluer la société pour le bien et accélérer peut-être le bonheur dans la vie des gens, mais aussi la productivité des entreprises. C'est deux secteurs que je vous dirais que les jeunes, je les sens très, très sensibles à ces éléments-là. Parfait. On en prend note. On en prend bonne note. Une petite dernière pour terminer. Là, on ne veut pas vous retenir trop longtemps. Mais il y a vraiment eu un revirement de stratégie. Bon, il y a plusieurs choses qui ont changé et qui vont rester. Mais comment voyez-vous l'après-crise? Ben, écoutez, j'espère de tout cœur que l'après-crise va être riche d'enseignements qu'on va avoir retenus. À tout le moins, des dimensions où le rythme de croissance, le sens derrière cette croissance-là, cette quête de progression perpétuelle, je pense qu'on a une opportunité actuellement de vraiment regarder les 40 dernières années de croissance, de capitalisme que l'on a vécu, puis moi j'appelle ça de la prospérité partagée. Comment on a le goût de construire, pas le prochain cycle économique, comment on a le goût de construire les 40-50 prochaines années de notre État planétaire. Je parle souvent de prospérité partagée, comment cette prospérité-là doit être beaucoup mieux partagée. Je pense à nos aînés, je pense au soutien qu'on veut leur accorder. Je pense aux personnes plus vulnérables, aux personnes plus démunies. Je pense à la capacité, oui, la mondialisation, mais on voit que la mondialisation emmène dans des périodes de crise des partenaires que l'on croyait partenaires le sont peut-être un peu moins. Donc, il faudra aussi réfléchir à ça. Comment on sécurise peut-être un peu mieux certains éléments de nos chaînes d'approvisionnement. Alors, l'humain, je crois, j'espère de tout cœur, va prendre une importance. On se bat contre un virus invisible, on se bat contre quelque chose qu'on n'est même pas capable de toucher sincèrement. Je pense qu'on voit beaucoup de solidarité actuellement entre la société civile, les politiciens, les entreprises. Tout le monde saute dans le même bateau pour passer à travers cette situation-là. J'espère de tout cœur que cette solidarité-là, cette entraide-là, qu'on prend peut-être pour acquis ou quand même on ne prenait, qu'on voulait même plus prendre pour acquis parce qu'on se disait c'est au plus fort la poche, on se bat l'un contre l'autre, puis il faut gagner. J'espère que cette solidarité-là, cette entraide-là, cette coopération qu'on a vue depuis les 2-3 derniers mois va vraiment rester sur plusieurs projets de société. Merci, M. Cormier. Ça revient beaucoup à la coopération, là, justement, qui était en lumière pendant notre conférence. C'est malheureusement tout le temps que nous avions pour aujourd'hui. M. Cormier, merci énormément pour votre générosité. On s'est senti vraiment très privilégié d'avoir eu ce moment de partage avec vous. Donc, et merci, M. Duhamel, pour avoir conduit cette entrevue fort intéressante avec M. Cormier. Merci beaucoup, M. Duhamel. Ça fait un plaisir pour moi. Je retiens quand même un certain nombre de grandes leçons personnelles et organisationnelles. Et dans le fond, la question qui me brûle, parce que je sais que vous êtes un modèle pour bien des gens, je serais curieux, en conclusion, c'est qui vos modèles? C'est qui les choses, les personnes, les organisations que vous me dites, si on arrive là, je serais tellement fier de nous, de moi, qu'importe. Moi, ce n'est pas une organisation parce que je vous dirais que je suis fier de Desjardins. Moi, c'est Nelson Mandela. Nelson Mandela qui a été un grand modèle pour moi. Cette personne-là a passé des décennies en prison. Et quand il est sorti, là, il avait toutes les raisons d'être abattu. Il avait toutes les raisons d'avoir aucun moyen. Il avait toutes les raisons de voir une montagne impossible à monter. Et puis, regardez ce qu'il a fait avec le pays qu'il a dirigé. Regardez comment il a fait preuve d'humilité. Regardez comment il a fait preuve de rassemblement, de solidarité. Pour moi, c'est une personne qui, dans les moments parfois les plus difficiles, là, je me dis,
Lui, il aurait fait quoi s'il avait été à ma place comme tel là-dessus? Puis il l'a fait avec un calme, avec une sérénité. Une grandeur d'âme. Une grandeur d'âme. Et il a transformé une société. Il a transformé des gens. Alors, c'est pas un leader d'entreprise nécessairement, mais pour moi, Nelson Mandela, c'est vraiment quelqu'un, je trouve, qui a eu beaucoup d'impact de par qui il était comme leader. Et il n'a pas voulu le faire tout seul, il l'a fait en rassemblant des gens et en étant solidaire avec des gens. Bien, merci. Alors, merci infiniment. Merci beaucoup, puis bon succès à tout le monde. On garde le cap, on Et garde bon le courage. succès à vous aussi. Merci. Bye bye, au revoir. Juste avant de quitter, je désire inviter les gens en fait à notre premier atelier D, des ateliers qu'on fait en collaboration entre Réseau M et Desjardins qui va avoir lieu avec le Dr Joyce dont le titre est « Comment renforcer son muscle de l'empathie grâce aux exercices dirigés ». Ça aura lieu le 25 mai prochain dès 16h. Réservez votre place, les inscriptions sont limitées. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à partir de notre site réseaum.com. Monsieur Cormier, Monsieur Duhamel, à tous nos auditeurs, je vous souhaite une excellente fin de journée et un grand merci. Merci, au revoir. Au revoir.